Histoire 1 milliampère femme voulait divorcer après que je suis devenu alcoolique suite au décès de ma mère. Alors, j'ai signé les papiers sur le champ, mais elle ne les a jamais déposés et m'a fait déménager dans le bureau, où j'ai dormi sur un matelas pendant des mois jusqu'à ce que je devienne sobre. L'année dernière, moi, Julien, 29 ans, j'ai touché le fond. Ma mère est décédée d'un cancer et je n'ai pas pu le supporter. J'ai commencé à boire tous les jours, pas juste une bière ou deux. Je parle de finir des bouteilles entières tout seul et de m'évanouir sur le canapé. J'ai arrêté d'aller travailler régulièrement. J'ai arrêté de faire quoi que ce soit à la maison. J'ai cessé d'être un mari. Ma femme, Élodie, 33 ans, a essayé de m'aider au début. Elle s'asseyait avec moi et essayait de parler. Elle m'a suggéré de voir quelqu'un qui pourrait m'aider à gérer mon deuil. J'ai refusé à chaque fois. Je lui ai dit que je n'avais besoin de l'aide de personne et que j'allais bien. Je n'allais pas bien. Je détruisais tout. Je m'en prenais à elle pour des petites choses. J'ai oublié son anniversaire. J'ai raté notre anniversaire de mariage. Quand elle essayait d'aborder la façon dont ma consommation d'alcool nous affectait, je quittais la pièce où je me servais un autre verre juste devant elle. Cela a duré environ 8 mois. Élodie est devenue plus silencieuse. Elle a arrêté d'essayer de m'en parler. Elle a commencé à passer plus de temps dans son bureau ou hors de la maison. Je n'ai même pas remarqué à quel point la distance s'était creusée entre nous parce que j'étais trop concentré sur la bouteille. Puis un matin, elle est entrée dans le salon où je m'étais évanoui et a posé une pile de papiers sur la table basse devant moi. Elle a dit qu'elle avait parlé à un avocat et qu'elle en avait fini. Les papiers étaient des documents de divorce. Je les ai ramassés et je les ai parcourus. Tout était déjà rempli. Tout ce que j'avais à faire était de signer. Je me souviens avoir fixé mon nom tapé sur la page et pensé que c'était ce que je méritais. Alors, je les ai signés sur place. Je n'ai pas discuté, ni supplié, ni promis de changer. Je les ai juste signés et je les lui ai rendus. Elle a pris les papiers et est retournée dans sa chambre sans rien dire d'autre. Mais ensuite, quelque chose d'étrange s'est produit. Elle ne les a pas déposés. Des jours ont passé, puis des semaines, et elle ne les a jamais déposés. Je lui ai demandé une fois, et elle a dit qu'elle attendait que mon héritage de la succession de ma mère arrive. Elle a dit qu'elle voulait s'assurer que j'avais assez d'argent pour avoir mon propre logement et m'installer avant d'officialiser le divorce. En France, après 2 mois de séparation, on peut entamer certaines procédures de divorce simplifiées. Elle a dit qu'elle attendrait que je sois financièrement stable. J'ai déménagé mes affaires dans la petite pièce de bureau que nous avions. C'était une chambre d'amis, mais nous l'avions transformée en espace de bureau. J'ai installé un matelas par terre, et c'est devenu ma chambre. Nous vivions dans la même maison mais menions des vies complètement séparées. Elle préparait le dîner et laissait une assiette pour moi dans le frigo. Je faisais la lessive, pliais ses vêtements et les laissais devant la porte de sa chambre. Nous nous parlions à peine. Environ 2 mois après le début de cet arrangement, je me suis réveillé un matin et j'ai regardé autour de cette petite pièce. J'ai vu les bouteilles vides que j'avais accumulées dans un sac poubelle dans le coin. J'ai vu à quel point ma vie était devenue pathétique. J'avais 28 ans, je dormais sur un matelas à même le sol de ce qui était autrefois ma propre maison, attendant que ma femme divorce officiellement de moi. J'ai eu un déclic. J'ai vidé toutes les bouteilles d'alcool de la maison ce jour-là. Je n'ai pas bu une goutte depuis. Au début, je l'ai fait parce que j'en avais marre de me sentir comme une ordure tous les matins. Mais ensuite, j'ai continué. J'ai commencé à arriver au travail à l'heure tous les jours. J'ai commencé à faire toutes les corvées ménagères sans qu'on me le demande. J'ai nettoyé la cuisine à fond. J'ai rangé le garage. J'ai tondu la pelouse chaque semaine. Élodie l'a remarqué. Un soir, elle a frappé à la porte du bureau et m'a demandé si je faisais tout ça pour essayer de la reconquérir. Je lui ai dit que non. J'ai dit que je le faisais pour moi-même. J'ai dit que j'avais besoin de me prouver que je pouvais être à nouveau une personne fonctionnelle. Elle a hoché la tête, a dit que c'était bien, puis elle est partie. C'était un mensonge, cependant. Je le faisais absolument pour elle. Je le faisais parce que je voulais qu'elle voie que je pouvais changer. Mais j'étais trop fier ou trop effrayé pour l'admettre. Alors, j'ai continué à faire semblant que tout était pour moi. Les mois ont continué à passer. Je suis resté sobre. J'ai gardé la maison impeccable. J'ai commencé à prendre des projets supplémentaires au travail. Mon héritage est arrivé,
et j'ai reçu une somme d'argent décente en euros. J'en ai mis la majeure partie sur un compte d'épargne. Élodie n'avait toujours pas déposé les papiers du divorce. Vers le 9e mois de cette vie commune, quelque chose a changé. Une nuit, elle a frappé à ma porte vers minuit. Elle m'a demandé si je voulais dormir dans la chambre avec elle. Pas pour quelque chose d'intime, elle a dit qu'elle voulait juste de la compagnie. Je suis allé dans la chambre et je suis monté dans ce qui était autrefois mon côté du lit. Nous sommes restés là dans le noir, sans nous toucher. Après environ 10 minutes, elle s'est rapprochée et a mis son bras sur ma poitrine. Nous nous sommes endormis comme ça. Cela a commencé à se produire plus souvent. Peut-être une fois par semaine, elle me demandait de dormir dans la chambre. Nous nous allongions ensemble, et parfois elle me tenait la main ou posait sa tête sur mon épaule. C'était étrange après avoir passé tant de mois seul dans ce bureau, mais cela semblait aussi juste d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. Ce schéma a continué pendant les fêtes. Nous avons passé Noël ensemble. Nous n'avons pas échangé de cadeaux ni fait quoi que ce soit de spécial. Nous avons juste cuisiné le dîner ensemble et regardé un film. C'était simple et calme. Le soir du Nouvel An, nous sommes restés éveillés jusqu'à minuit. Quand l'horloge a sonné les 12 coups, elle m'a serré dans ses bras. C'était la première vraie étreinte que nous partagions depuis plus d'1 an. Je me suis accroché à elle, et quelque chose en moi s'est brisé. Le lendemain, je ne pouvais plus maintenir le mensonge. Nous étions assis dans le salon, et je lui ai dit que je devais être honnête à propos de quelque chose. J'ai dit que tout ce que je lui avais raconté sur le fait de devenir sobre pour moi-même n'était pas toute la vérité. J'ai dit que oui, à un moment donné, c'était devenu une question de vouloir aller mieux pour moi. Mais au début, c'était absolument à cause d'elle. Je lui ai dit que je voulais lui prouver que je pouvais être l'homme qu'elle avait épousé. Même si cet homme ne devait être que son ex-mari, je voulais en être un bon. Elle n'a rien dit pendant un long moment. Puis elle s'est levée et est allée dans sa chambre. Elle est revenue avec les papiers du divorce, ceux que j'avais signés il y a plus d'1 an. Elle les a posés sur la table basse entre nous. Elle m'a demandé ce que je pensais que nous devrions en faire. J'ai pris les papiers et je les ai déchirés en deux. Puis je les ai déchirés encore et encore jusqu'à ce qu'ils ne soient plus que des morceaux. Elle a commencé à pleurer et a dit oui. Elle a dit oui encore et encore. Elle est venue de mon côté du canapé et a enroulé ses bras autour de moi. Je l'ai tenue et je n'arrivais pas à croire ce qui se passait. J'avais passé la dernière année convaincu que le mieux que je pouvais espérer était une séparation nette. Je n'aurais jamais pensé qu'elle voudrait réellement rester mariée. Cette nuit-là, nous avons dormi ensemble dans la chambre. Vraiment dormi, rien d'autre. Mais je ne pouvais pas m'endormir. Je suis resté là à fixer le plafond, et mon cerveau a commencé à s'emballer. Depuis 1 an, j'avais planifié tout mon avenir autour du divorce. J'avais regardé des appartements. J'avais pensé à la façon dont je passerais mes week-ends seul. Je m'étais préparé mentalement à une vie complètement différente. Et maintenant, soudainement, cela n'arrivait plus. Au lieu d'un soulagement, j'ai commencé à paniquer. J'ai commencé à me demander si j'avais fait le bon choix en déchirant ces papiers. J'ai commencé à me demander si j'étais prêt pour ça. J'ai commencé à paniquer sur ce que cela signifiait. Élodie a remarqué que quelque chose n'allait pas. Le lendemain matin, j'avais à peine dormi et je devais avoir l'air terrible. Elle a demandé si j'allais bien, et j'ai dit que j'allais bien, mais ce n'était pas le cas. Au cours des jours suivants, elle a continué à demander, et j'ai continué à dire que tout allait bien. Finalement, elle m'a fait asseoir et a dit que nous devions parler. Elle a dit qu'elle voyait bien que quelque chose n'allait pas et que si nous voulions que cela fonctionne, nous ne pouvions pas nous cacher des choses. Alors, je lui ai dit. Je lui ai dit que j'avais été si certain que nous allions divorcer que j'avais tout planifié autour de ça. Je lui ai dit que maintenant je ne savais pas quoi faire ni comment avancer. Je lui ai dit que j'avais peur de tout gâcher à nouveau. Elle a tout écouté, puis elle a commencé à pleurer. Pas des pleurs de tristesse, plutôt des pleurs d'épuisement. Elle a dit qu'elle avait tout gardé en elle depuis si longtemps et qu'elle avait besoin de laisser sortir tout ça. Nous avons passé la semaine suivante à avoir de longues conversations tard dans la nuit. Elle m'a parlé de tout le mal que je lui avais fait pendant ces mois où je buvais. Elle a dit qu'il y avait des nuits où elle pleurait jusqu'à s'endormir dans la chambre pendant que j'étais évanoui sur le canapé. Elle a dit qu'elle se sentait complètement seule même si j'étais juste là dans la maison. Elle a dit que le pire, c'était que la personne qu'elle aimait s'était transformée en quelqu'un qu'elle ne reconnaissait pas.
Mais elle a aussi dit qu'elle était fière de moi pour être devenue sobre. En même temps, elle a admis qu'elle était amère que je ne l'ai pas fait pendant que nous étions encore vraiment ensemble. Elle a dit que cela lui faisait se demander si elle ne valait tout simplement pas l'effort à l'époque. J'ai essayé d'expliquer que cela n'avait rien à voir avec sa valeur. C'était parce que j'étais dans un endroit si sombre que je ne voyais rien clairement, mais je comprenais pourquoi elle ressentait cela. Elle m'a dit autre chose aussi. Elle a dit que l'été précédent, vers juin, elle avait pensé à me demander d'essayer à nouveau, mais elle ne l'a pas fait. Elle a dit qu'elle avait peur que si elle en parlait, je recommencerais à boire ou je la rejetterais. Elle a dit qu'elle ne pouvait supporter aucun de ses résultats, alors elle est restée silencieuse et a gardé ses distances. Elle m'a posé 2 questions directes. Elle a demandé s'il y avait quelqu'un d'autre. J'ai dit non. Il n'y a jamais eu personne d'autre. Elle a demandé si j'avais cessé de l'aimer. J'ai dit non. Je n'avais jamais cessé. J'avais juste cessé d'être capable de le montrer. Elle m'a posé la question principale. Elle a demandé si je voulais que ce mariage fonctionne. J'ai dit oui. Elle a dit qu'elle le voulait aussi. Mise à jour, cela fait environ 3 semaines depuis mon dernier post. Il s'est passé beaucoup de choses. Après qu'Elodie et moi avons convenu d'essayer de faire fonctionner les choses, je voulais faire quelque chose pour lui montrer que j'étais sérieux. Ma mère m'avait laissé sa maison dans son testament. C'est une grande maison dans un quartier agréable à environ 1 heure de là où Elodie et moi vivons actuellement. Elle était restée vide depuis le décès de ma mère. J'avais prévu de la vendre et d'utiliser l'argent pour recommencer ma vie ailleurs après le divorce. Au lieu de cela, j'ai demandé à Elodie si elle voulait m'aider à la retaper. Je lui ai dit que nous pourrions en faire une maison de week-end ou peut-être même notre maison principale un jour. Elle a été tout de suite enthousiasmée par l'idée. Elle a commencé à parler du jardin. Ma mère avait un grand jardin à l'arrière, mais il était devenu complètement envahi par la végétation. Elodie a dit qu'elle voulait le nettoyer et planter des légumes et des fleurs. Nous avons commencé à y aller le week-end. Nous passions le samedi et le dimanche à travailler sur la maison, à vider les pièces, à peindre les murs, à arracher les mauvaises herbes du jardin. Cela nous donnait quelque chose sur quoi nous concentrer ensemble, quelque chose qui ne concernait pas nos problèmes passés. Nous travaillions côte à côte et parlions de choses normales comme la couleur pour peindre la cuisine ou le type de plante à mettre dans le jardin. Mais il y avait toujours de la tension entre nous. Nous n'étions toujours pas intimes. Une nuit, elle a essayé d'initier quelque chose. Nous étions au lit et elle a commencé à m'embrasser le cou. Je me suis doucement éloigné et j'ai suggéré que nous parlions simplement à la place. Elle a demandé pourquoi, et je n'avais pas de bonne réponse. J'ai inventé quelque chose sur le fait de vouloir prendre les choses lentement. Elle n'a pas insisté, mais je voyais qu'elle était confuse. La vérité est que je me sentais toujours très mal à propos de qui j'avais été quand je buvais. Chaque fois que je la regardais, je me souvenais de toutes les façons dont je l'avais déçue. Je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment qu'elle ne me reprenait que parce qu'elle avait pitié de moi ou parce qu'elle se sentait seule. Je n'avais pas l'impression de mériter de la toucher. Je ne pouvais pas non plus dormir dans la chambre toute une nuit. Je m'allongeais à côté d'elle, et après 1 heure ou 2, je me levais et retournais dans la pièce du bureau. C'était devenu mon espace pendant tous ces mois de séparation, et je m'y sentais plus en sécurité. J'essayais de compenser mon départ en me levant tôt et en lui préparant le petit déjeuner, mais elle a commencé à mentionner qu'elle remarquait que j'étais parti quand elle se réveillait. Vers cette époque, j'ai eu une bonne nouvelle au travail. Je suis fonctionnaire territorial à la mairie. Je travaillais à un poste de niveau intermédiaire au service technique. J'ai été promu à un poste de cadre au service de l'urbanisme de la ville. C'était un saut important. La promotion s'est accompagnée d'une cérémonie où j'ai dû serrer la main du maire et prendre des photos. Elodie est venue à la cérémonie. Après, elle a posté l'une des photos sur Facebook. Elle a écrit à quel point elle était fière de moi et combien j'avais travaillé dur. J'ai vu le post, et quelque chose en moi s'est tordu. J'avais l'impression qu'elle essayait de passer à autre chose trop rapidement, comme si elle faisait semblant que la dernière année et demie n'avait jamais existé. Je ne comprenais pas comment elle pouvait être fière de moi alors que je lui avais fait subir tant de douleurs. Cela semblait faux. J'ai fait l'erreur de lui montrer mon post Reddit original et tous les commentaires. J'avais écrit à quel point j'étais tiraillé et comment j'avais peur d'avoir fait le mauvais choix en déchirant les papiers du divorce. J'avais écrit que je regrettais de lui avoir demandé de travailler sur la maison avec moi parce que maintenant je me sentais piégé dans cette réconciliation pour laquelle je n'étais pas sûr d'être prêt.
Elle a tout lu. Quand elle a fini, elle m'a rendu mon téléphone et est sortie de la pièce. Elle est revenue environ 1 heure plus tard. Elle a dit qu'elle se sentait engourdie. Elle a dit qu'elle regrettait d'avoir proposé de me donner une autre chance si cela me causait tant de détresse. Elle a dit qu'elle avait l'impression que j'exagérais la gravité de la situation entre nous maintenant. Elle a dit qu'elle avait essayé de me laisser de l'espace et de ne pas me mettre la pression, mais apparemment, je voyais les choses différemment. Puis elle a dit quelque chose qui m'a pris au dépourvu. Elle a dit que si je voulais vraiment mettre fin au mariage, je devais être celui qui le ferait. Elle a dit qu'elle n'allait pas se battre contre moi là-dessus. Elle a dit qu'elle s'était déjà préparée une fois à me perdre et qu'elle pouvait le faire à nouveau. Mais elle n'allait pas être celle qui partirait cette fois-ci. Si je voulais sortir, je devais le dire clairement et agir. Elle a dit que je pouvais emménager dans la maison de ma mère quand je le voulais et qu'elle ne m'en empêcherait pas. Je ne savais pas quoi dire. Je m'attendais à ce qu'elle se mette en colère, pleure ou essaie de me convaincre de rester, mais elle a juste exposé les faits et laissé la décision entièrement entre mes mains. J'ai réalisé qu'elle avait fini de porter seule le poids émotionnel de notre relation. J'ai réalisé que je devais comprendre ce que je voulais vraiment au lieu d'être paralysé par la culpabilité. Mise à jour 2. Cela fait 2 mois depuis ma dernière mise à jour. Quelque chose d'inattendu s'est produit au travail et a tout changé. La ville travaille sur un projet d'infrastructure majeur à Paris. En raison de ma récente promotion, j'ai été sélectionné pour faire partie de l'équipe supervisant le projet. La mission est de 2 mois. La ville fournit un logement de fonction à Paris pour les employés travaillant sur ces missions. C'est à environ 3 heures de route de là où Elodie et moi vivons. Quand j'en ai parlé à Elodie, elle a immédiatement commencé à parler de faire ses valises. J'étais confus au début. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle a dit qu'elle venait avec moi. J'ai essayé d'expliquer qu'elle n'était pas obligée de faire ça. J'ai dit que je ferais de longues heures de toute façon et qu'elle s'ennuierait. J'ai souligné que tous ses amis et sa famille étaient ici dans notre ville. J'avais coupé les ponts avec la plupart de mes amis pendant ma période de beuverie, et mon père vit à l'étranger, donc je n'avais personne ici, mais elle-ci. Elle a dit que rien de tout cela n'avait d'importance. Elle m'a rappelé qu'elle gère une entreprise en ligne de vente de bijoux faits main. Elle peut le faire de n'importe où tant qu'elle a Internet. Elle a dit qu'elle n'allait pas rester derrière pendant que j'étais parti pour 2 mois. Elle a dit que si je pensais que c'était ce qui allait se passer, je ne comprenais pas ce que signifiait la réconciliation. J'ai essayé de résister doucement, mais elle ne voulait rien entendre. Elle a dit qu'en tant que femme, elle avait tout à fait le droit de venir avec moi. Elle a commencé à faire ses valises le jour même. J'ai réalisé qu'il ne servait à rien de discuter. Nous avons convenu que nous rentrerions chez nous chaque week-end pour qu'elle puisse voir sa famille et vérifier les choses à la maison. Nous avons emménagé dans le logement de la ville au début du mois dernier. C'est un petit appartement de 2 chambres, avec des meubles et des appareils basiques. Rien de chic. Les premiers jours ont été gênants. Nous étions constamment ensemble dans ce petit espace. Je travaillais pendant la journée, mais quand je rentrais, il n'y avait nulle part où se retirer comme je l'avais dans notre maison. Pas de bureau où disparaître. Elodie a installé un petit espace de travail dans la 2e chambre pour son entreprise de bijoux. Elle passait ses journées à fabriquer des pièces et à emballer des commandes. Elle semblait satisfaite. J'attendais toujours qu'elle se plaigne d'être là ou dise qu'elle voulait rentrer à la maison, mais elle ne l'a jamais fait. Être dans cet appartement nous a forcés à passer réellement du temps ensemble. Nous devions coordonner la cuisine et le ménage dans un espace beaucoup plus petit. Nous devions apprendre à être l'un près de l'autre sans aucune échappatoire. Au début, cela me serrait la poitrine. Je n'arrêtais pas de penser à la façon dont je la décevais simplement en étant moi-même. Mais lentement, quelque chose a commencé à changer. Elle a commencé à me poser des questions sur mon travail, à poser des questions détaillées et à écouter mes réponses. Je me suis retrouvé à parler plus que je ne l'avais fait depuis des années. Je lui ai parlé des problèmes que nous rencontrions avec le projet d'infrastructure. Je lui ai parlé de la politique entre les différents départements. Elle proposait des suggestions ou écoutait simplement en hochant la tête. Cela semblait normal. C'était comme avant que tout ne s'effondre. Nous sommes tombés dans une routine. Je rentrais du travail et nous préparions le dîner ensemble. Après le dîner, nous regardions quelque chose à la télé où elle me montrait de nouveaux modèles de bijoux sur lesquels elle travaillait. Le week-end, nous rentrions chez nous. Nous vérifions la maison principale, arrosions les plantes, faisions la lessive. Ensuite,
nous allions à la maison de ma mère et travaillions sur les rénovations. Puis le dimanche soir, nous retournions à Paris. Mais je luttais encore avec quelque chose. Mon cerveau ne voulait pas se taire. Même pendant les bons moments où nous rions devant quelque chose à la télé ou travaillions ensemble dans la cuisine, il y avait cette voix dans ma tête qui me disait que je ne méritais rien de tout ça. Elle me disait qu'elle allait réaliser qu'elle avait fait une erreur. Elle me disait que j'étais toujours cet ivrogne qui avait tout détruit et que rien de ce que je faisais maintenant ne changerait cela. J'ai cessé de dormir à nouveau. Je restais allongé dans le lit à côté d'Élodie et je fixais le plafond pendant des heures. Mon esprit passait en revue tout ce que j'avais fait de mal. Chaque mot cruel que j'avais dit quand je buvais, chaque fois que je l'avais ignoré quand elle essayait de m'aider. Chaque moment où j'avais choisi l'alcool plutôt qu'elle. Je me levais au milieu de la nuit et je m'asseyais dans le salon juste pour faire cesser ces pensées. Une nuit, Élodie s'est réveillée et m'a trouvé assis sur le canapé dans le noir. Il était 3 heures du matin. Elle s'est assise à côté de moi et a demandé ce qui se passait. J'ai essayé de balayer la question, mais elle n'a pas lâché l'affaire. Elle a continué à insister. Finalement, j'ai admis que je ne pouvais pas m'empêcher de penser à quel point j'avais été une personne terrible. Je lui ai dit que je ne comprenais pas comment elle pouvait supporter d'être près de moi. Elle est restée silencieuse 1 minute. Puis, elle a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Elle a dit qu'elle pensait que je devrais peut-être voir un médecin, pas pour parler de mes sentiments. Vraiment voir un médecin et faire des analyses de sang. Elle a dit que parfois, quand les gens ne peuvent pas arrêter d'avoir des pensées négatives, même quand les choses vont bien, cela peut être un problème chimique dans le cerveau. Elle a dit que sa cousine avait vécu quelque chose de similaire et que les médicaments l'avaient aidée. J'ai balayé l'idée au début, mais elle a continué à en parler. Finalement, j'ai accepté de prendre rendez-vous juste pour qu'elle arrête de s'inquiéter. Je suis allé dans une clinique près de notre appartement et j'ai expliqué ce qui se passait. Le médecin m'a posé un tas de questions sur mon sommeil, mon appétit, mes pensées. Puis il a prescrit des analyses de sang. Mise à jour 3, les résultats des analyses de sang sont revenus il y a environ 2 semaines. Le médecin m'a appelé pour en discuter. Plusieurs de mes taux étaient anormaux. Il a dit que cela indiquait que la chimie de mon cerveau n'était pas équilibrée. Il a expliqué qu'après des périodes de stress extrême, de traumatisme et d'abus de substances, le cerveau peut essentiellement rester bloqué dans un schéma négatif. Il a dit que même si j'avais arrêté de boire et que ma vie s'était améliorée, mon cerveau n'avait pas rattrapé le retard. Il produisait toujours les mêmes substances chimiques de stress qu'il produisait pendant la pire période de ma vie. Il m'a prescrit des médicaments pour aider à réguler mon humeur. Il a dit que cela pourrait prendre quelques semaines pour ressentir pleinement les effets, mais que certaines personnes remarquaient des changements tout de suite. Il a aussi dit que je devais les prendre tous les jours à la même heure et ne pas sauter de dose. J'ai commencé à prendre les médicaments le jour même. Le changement n'a pas été progressif. C'était presque immédiat. En 2 jours, les pensées négatives constantes ont tout simplement disparu. Cette voix dans ma tête qui me disait que je ne valais rien et qu'Élodie allait me quitter s'est tue. Je me suis réveillé un matin et j'ai réalisé que j'avais dormi toute la nuit. J'ai regardé Élodie qui dormait à côté de moi et au lieu de me sentir coupable ou effrayé, j'étais juste content qu'elle soit là. Tout est devenu plus facile après ça. Nous avons recommencé à être intimes. La première fois, j'étais nerveux que quelque chose tourne mal ou que je ne sois pas capable d'assurer à cause des médicaments, mais tout a fonctionné parfaitement, mieux que bien. C'était comme si nous étions vraiment connectés à nouveau, pas juste en train de faire semblant. Je me suis excusé auprès d'elle pour tout ce qui s'était passé après que nous ayons décidé de nous réconcilier, pour mon anxiété et mon incapacité à accepter qu'elle voulait sincèrement que les choses fonctionnent, pour l'avoir fait douter d'elle-même. Elle a dit qu'elle ne m'en voulait pas parce que maintenant nous savions que c'était un problème médical. Je lui ai dit que ce n'était pas une excuse. J'ai dit que j'aurais dû chercher de l'aide plus tôt au lieu de laisser traîner les choses pendant des mois. Nous avons terminé la mission de 2 mois la semaine dernière. Nous avons emballé l'appartement et sommes rentrés chez nous. La ville m'a donné 1 semaine de congé avant que je ne doive retourner au bureau. Nous avons passé ce temps à travailler sur la maison de ma mère. Le jardin prend vraiment forme. Élodie a planté des tomates, des poivrons et des herbes aromatiques. Elle a planté des roses le long de la clôture. Nous transformons la maison en un endroit où nous pouvons aller le week-end. Élodie l'appelle notre maison d'évasion. Un endroit où nous pouvons aller pour nous éloigner de la vie ordinaire et nous concentrer juste l'un sur l'autre. Nous y avons dormi ces dernières nuits.
La maison a encore besoin de travail, mais la chambre principale est finie. Nous avons installé le lit et accroché des rideaux. On dirait la nôtre maintenant au lieu de celle de ma mère. Élodie a évoqué l'idée d'essayer d'avoir un bébé. Nous avions parlé d'avoir des enfants avant que je commence à boire, mais nous avions mis ces projets en attente. Elle a dit qu'elle était prête si je l'étais. J'ai 29 ans maintenant et elle en a 33. Nous voulons tous les deux des enfants. Je lui ai dit que je voulais m'assurer d'être stable avec les médicaments d'abord. Elle a compris. Elle a dit qu'il n'y avait pas d'urgence, mais elle voulait que je sache qu'elle y pensait. Je retourne au travail demain, retour à la vie normale, mais les choses semblent différentes maintenant. Je ne marche plus en attendant que tout s'effondre. Je ne suis pas constamment en train d'analyser si Élodie veut vraiment être avec moi. Je suis, c'est tout. Nous sommes, c'est tout. Nous sommes mariés et nous y travaillons et c'est suffisant. Je sais que beaucoup de gens qui lisent ceci voulaient probablement plus de drame ou une grosse explosion ou quelque chose comme ça. Mais c'est comme ça que ça s'est terminé. J'ai obtenu une aide médicale et ça a réparé ce qui était cassé dans mon cerveau. Élodie est restée avec moi à travers tout ça même quand je lui ai donné plein de raisons de ne pas le faire. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous allons bien. C'est tout ce que j'ai. Maintenant, passons à l'histoire suivante. Histoire 2 millions. Père-mère m'a obligé à annuler des projets pour garder mon frère de 15 ans qui ne sait même pas se faire un sandwich. J'ai refusé et c'est devenu l'enfer. Moi, Manon, 20 ans, j'ai quitté la maison il y a 2 ans pour aller à l'université dans une ville voisine. Le trajet en train prend environ 1 heure dans chaque sens. Depuis que je vis seul, je m'occupe de ma cuisine, du ménage, de la lessive et de la gestion de mon emploi du temps tout en maintenant de bonnes notes. J'avais même un emploi à temps partiel jusqu'à récemment, quand j'ai dû démissionner pour me concentrer sur mes études et me préparer pour une année de césure à venir. La situation qui a mené à ce poste a commencé la semaine dernière quand ma mère, 50 ans, m'a appelé mardi soir. Elle m'a expliqué qu'elle devait assister aux funérailles d'une grand-tante éloignée mercredi matin. Ce n'était pas inattendu. Ma grand-tante était malade depuis des mois. Maman a demandé si je pouvais rentrer à la maison mercredi soir pour préparer le dîner pour mon frère Théo, 15 ans, car elle et papa seraient aux funérailles. Bien que je n'ai pas été ravi de faire le voyage en milieu de semaine, je n'avais rien de prévu ce soir-là et j'ai accepté d'aider. Pour comprendre pourquoi cela s'est transformé en un tel problème, je dois expliquer un peu la dynamique de ma famille. Mon frère Théo est extrêmement dépendant de ma mère. Bien qu'il ait presque 16 ans, il ne peut pas faire des choses basiques pour lui-même. Maman lui met ses chaussettes et ses chaussures pendant qu'il joue sur son téléphone. Elle prépare ses vêtements tous les matins. Elle apporte tous ses repas et collations directement dans sa chambre. Il utilise littéralement Google Home pour diffuser et goûter dans toute la maison, et maman monte en courant avec de la nourriture pendant qu'il est assis à son ordinateur. Il mange des nuggets de poulet et des frites dans des assiettes en plastique comme un enfant de 5 ans. Il n'a jamais fait bouillir de l'eau pour du thé ni fait griller du pain. Théo n'a aucun problème de développement ni trouble d'apprentissage. Il a juste été complètement couvé par ma mère, qui ne fait absolument aucun effort pour l'aider à devenir plus indépendant. S'il ne veut pas faire quelque chose, il fait des crises jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il veut. Il n'est jamais allé nulle part tout seul, pas même à l'épicerie du coin. Maman l'a convaincu qu'il est incapable de faire quoi que ce soit sans elle. Papa, 52 ans, est complètement passif dans la situation. Il s'occupe de lui-même pendant que maman s'occupe de Théo. Papa évite les conflits à tout prix et laisse maman et Théo obtenir ce qu'ils veulent pour tout. L'année dernière, nous avions prévu une excursion d'une journée à Londres pour mon anniversaire. Le matin du voyage, Théo a décidé qu'il ne voulait pas y aller. Au lieu de l'obliger à venir ou de laisser papa rester à la maison avec lui, maman a annulé tout le voyage. Quand je me suis fâché, ils m'ont traité d'égoïste. Il y a aussi eu un incident où maman m'a demandé de faire un aller-retour de 2 heures depuis l'université juste pour raccompagner Théo à pied pendant 15 minutes depuis l'école sur un trajet qu'il faisait tous les jours. Quand j'ai demandé pourquoi il ne pouvait pas marcher seul, maman s'est mise en colère et a dit que j'étais difficile. Donc, retour à la semaine dernière. Mardi soir vers 20 h, maman a appelé à nouveau avec un changement de programme. Les funérailles étaient prévues pour 9h30 mercredi, ce qui signifiait qu'elle serait de retour à la maison en fin d'après-midi. C'était en fait une bonne nouvelle car cela signifiait que Théo serait à l'école pendant les funérailles et qu'elle serait à la maison à son retour. Puis maman a lâché la vraie demande. Elle voulait que je rentre ce soir-là, mardi,
pour réveiller Théo pour l'école le mercredi matin et m'assurer qu'il verrouille la porte d'entrée en partant. J'ai immédiatement senti mon estomac se nouer. Le mardi soir était le seul soir de la semaine où je pouvais voir mon petit ami en raison de nos emplois du temps chargés. J'avais des engagements de bénévolat plus tôt mardi et une journée complète de cours. Le pire, c'est que Théo se fait emmener à l'école par une autre maman du quartier, donc ce n'est même pas comme s'il devait marcher ou prendre les transports en commun. J'ai dit à maman que c'était trop demandé. Théo a presque 16 ans et est parfaitement capable de mettre un réveil et de verrouiller une porte. Elle a immédiatement commencé à crier que j'étais une enfant égoïste et que nous devons tous faire des choses que nous ne voulons pas faire parfois. Elle a continué sur tous les sacrifices qu'elle avait faits pour moi au fil des ans. Je lui ai dit que je n'aurais pas cette conversation et j'ai raccroché. Je lui ai envoyé un texto expliquant que j'avais une journée chargée mardi, que j'avais des projets avec mon petit ami ce soir-là et que l'aller-retour de 2 heures était trop demandé juste pour réveiller un adolescent qui pouvait mettre son propre réveil. J'ai ajouté que j'étais toujours heureuse de venir mercredi soir comme convenu à l'origine. Maman a répondu par texto que j'avais fait mon choix et que ce que j'avais fait me retomberait dessus. Elle a dit que je choisissais ma nouvelle vie plutôt que la famille et qu'elle était déçue de moi. Elle a prétendu que j'étais la seule personne en qui elle avait confiance pour cette tâche, ce qui m'a fait me sentir très mal malgré le fait de savoir que sa demande était déraisonnable. Après mon refus, papa a accepté de laisser des céréales pour Théo avant de partir travailler mercredi matin. L'ironie est que mes parents ont proposé de faire 1 heure de route dans chaque sens pour venir me chercher pour ce babysitting, mais étaient contrariés quand j'ai mentionné que Théo se fait conduire à l'école par quelqu'un d'autre. Ce qui rend les choses plus difficiles, c'est que je vais devoir rentrer à la maison temporairement bientôt. J'arrête de travailler pour mes études et j'ai une année de césure à venir qui sera peu ou pas payée. J'ai économisé de l'argent mais je dépends toujours financièrement de mes parents. L'idée de retourner chez eux après ce conflit me donne la nausée. Plus tard dans la soirée, j'ai appelé papa pour expliquer mon point de vue. Il s'est rangé complètement du côté de maman et m'a traité de déception pour la famille. Il a dit que ce n'était pas à propos de ce qu'il m'avait demandé de faire, mais du principe. Ils demandent rarement de l'aide, et quand ils le font, je devrais toujours aider si je peux. Il a aussi évoqué des problèmes sans rapport comme le fait que je ne conduise pas, bien qu'il sache que c'est financièrement impossible pour moi dans la ville où j'étudie. Il a répété à quel point il était déçu avant que je mette fin à l'appel. Je suis responsable avec mon temps et mon argent. J'ai des économies, une carte de crédit, de bonnes notes, et je prends du temps pour la famille quand je rentre à la maison. Maman et papa m'avaient déjà dit à quel point ils étaient fiers de moi. Donc, être traité de déception pour ça me donne l'impression de voir enfin leurs vrais sentiments. Quand j'ai raccroché avec papa, je me sentais complètement dégonflé. J'ai pensé à apprendre à Théo quelques compétences de vie basiques la prochaine fois que je serai à la maison, comment faire la lessive, cuisiner des repas simples, pour enlever les excuses de maman de me demander de faire ces choses pour lui, mais je doute qu'elle le permette. J'ai envisagé de chercher une thérapie via mon université, mais les 6 séances qu'ils ont proposées se sont transformées en 4 quand le thérapeute a annulé 2 fois et n'a pas pu replanifier. Je regarde les options remboursées par la Sécu maintenant. Alors, suis-je le pour avoir refusé de rentrer à la maison au dernier moment pour réveiller mon frère de 15 ans pour l'école? Mise à jour cela fait 1 semaine depuis mon post original, et je tiens à remercier tous ceux qui ont commenté et m'ont envoyé des messages de soutien. Certaines personnes m'ont suggéré de me renseigner sur des sujets comme la dynamique enfant-roi bouc émissaire et les modèles familiaux narcissiques. Après avoir lu sur ces concepts, ils ont fortement résonné avec ma situation, en particulier concernant le comportement de ma mère. Juste pour clarifier quelque chose. Nous sommes une famille française blanche et mon frère n'a certainement aucun trouble diagnostiqué ou besoin supplémentaire qui expliquerait sa dépendance extrême. Après avoir posté ici, j'ai appelé maman pour vérifier comment s'étaient passées les funérailles et pour demander des nouvelles de mon grand-père qui n'allait pas bien. J'ai aussi mentionné que le chat de mon petit ami était mort soudainement. Maman a ri à cette nouvelle, puis a dit que c'était ironique que je me soucie plus d'un chat que d'elle. Elle s'est immédiatement lancée dans des accusations selon lesquelles j'étais égoïste, que je ne me souciais pas de ma famille et que je blâmais Théo alors qu'il n'avait rien fait de mal. Elle a dit, je ramène tout à moi, ce qui ressemblait à de la projection puisque c'est exactement ce qu'elle faisait. Pendant cet appel, maman a révélé que son plan de secours était d'appeler Théo elle-même mercredi matin. Quand j'ai proposé de l'appeler à sa place comme compromis, elle a rejeté l'offre, disant que c'était inutile et que le mal était fait. Je n'ai pas pu retenir ma frustration plus longtemps et je lui ai dit que je ne pensais pas avoir tort d'être indisponible pour une tâche que Théo pouvait facilement faire lui-même.
Cela a rendu maman exceptionnellement en colère. Elle m'a dit d'arrêter de parler ou elle dirait des choses qu'elle regretterait. Elle a continué sur tous ses sacrifices et a défini l'amour comme, si on aime quelqu'un, on laisse tout tomber pour lui et on fait ce qu'on peut pour l'aider. Elle a répété que j'étais égoïste et a prétendu qu'elle ne m'avait pas élevé pour me comporter comme ça. Puis est venue la menace implicite. J'ai 20 ans maintenant, donc je devrais être capable de me débrouiller, suggérant que je pourrais ne plus être la bienvenue à la maison ou être coupé financièrement. J'ai rappelé à maman que j'avais initialement accepté sa première demande de venir mercredi soir, mais elle a complètement ignoré cela et a continué à répéter à quel point j'étais égoïste. Quand j'ai tenu bon sur le fait que 15 ans c'est assez grand pour se réveiller et prendre son petit déjeuner, elle a prétendu que je choisis toujours de tout ramener à moi chaque fois qu'elle traverse une période difficile. Elle a ensuite raccroché, refusant de parler davantage. Peut-être bêtement, j'ai appelé papa après. Son conseil était de m'excuser et de dire que j'avais tort, même si je ne le pensais pas, juste pour maintenir la paix. Il a admis que c'était sa propre stratégie avec maman, ce qui m'a frappé comme étant lâche. Il a insisté sur le fait que je n'étais pas bien placé pour critiquer leur éducation et a répété qu'ils me demandaient si peu que je devrais toujours accéder à leurs demandes. Quand j'ai mentionné l'incident précédent de raccompagner Théo de l'école, papa l'a complètement ignoré. La partie la plus révélatrice de la conversation a été quand papa a reconnu que ma solution, Théo se réveillant tout seul, était en fait plus facile, mais qu'il était quand même déçu que je ne sois pas venu. Sa logique était complètement tordue. Nous devons tous faire des choses que nous ne voulons pas faire. Comme maintenant, Théo doit se réveiller tout seul alors que tu pourrais être là pour le faire à sa place. C'est pendant cet appel que j'ai découvert que papa ne savait même pas que j'avais initialement accepté d'aider mercredi soir ou que j'avais proposé d'appeler Théo mercredi matin. Maman n'avait clairement pas partagé ces parties de notre conversation avec lui, me peignant sous le pire jour possible. J'avais essayé d'expliquer tout ça à papa lors de notre premier appel, mais je paniquais et j'avais du mal à faire entendre ma version de l'histoire. Papa m'a conseillé de ne contacter aucun d'eux pendant quelques jours jusqu'à ce que tout se calme. Quand j'ai exprimé mon inquiétude à l'idée de rentrer à la maison ce week-end, il a vaguement dit qu'il lui parlerait. La partie la plus frustrante de toute cette situation, selon papa, la réaction de Théo quand il a découvert que je ne venais pas mardi soir a simplement été de dire qu'il mettrait un réveil. Malgré cela, maman avait toujours l'intention de l'appeler mercredi matin pour vérifier s'il allait bien. Cela a confirmé ce que je soupçonnais déjà. Théo sait qu'il est capable, mais se réfugie dans l'impuissance quand les autres sont disponibles pour faire les choses à sa place. Je prévois de lui parler quand je rentrerai à la maison pour avoir son point de vue. La situation se détériorant, j'ai décidé que je devais économiser de l'argent et déménager définitivement dès que possible. À court terme, j'ai prévu de rester avec mon petit ami et mes amis autant que possible à mon retour à la maison. Mon petit ami m'a offert un endroit où rester, et j'avais l'intention d'expliquer la situation à sa famille et de payer un loyer si je restais là souvent. Tout au long de ce conflit, je me suis interrogé sur le sentiment d'obligation que je ressens envers ma mère. Il y a ce sentiment persistant que j'ai une dette envers elle, que je lui dois tant, et qu'en ne faisant pas ce qu'elle demandait, je ne remplissais pas ma part du marché. Mais je commence à réaliser que cette dynamique n'est pas saine. Je suis rentré à la maison temporairement le week-end dernier, et les choses ont été tendues. Maman me parle à peine, et quand elle le fait, c'est sur un ton froid et distant. Théo continue d'être servi comme un prince, complètement inconscient du conflit qui l'entoure. Papa essaie d'agir comme si de rien n'était, maintenant sa façade de gardien de la paix. L'incident de mercredi matin, Théo s'est réveillé à l'heure, a pris ses céréales et est allé à l'école sans aucun problème. Maman l'a quand même appelé 2 fois pour vérifier. Quand j'ai essayé de parler à Théo de devenir plus indépendant, il a haussé les épaules et a dit « Pourquoi je devrais faire les choses moi-même quand maman les fait pour moi ?» Cette honnêteté était à la fois rafraîchissante et dérangeante. J'ai commencé à passer plus de temps chez mon petit ami et avec des amis dans ma ville natale. Les parents de mon petit ami ont été incroyablement compréhensifs et m'ont offert leur chambre d'amis si les choses empiraient. Je mets à jour mon budget et je cherche des options de travail à temps partiel qui n'interféreront pas avec mes études pour construire mon indépendance financière plus rapidement. Chaque jour à la maison, j'ai été témoin de nouveaux exemples de l'impuissance fabriquée de Théo. Hier, il s'est tenu devant le réfrigérateur en appelant maman parce qu'il ne trouvait pas le jus qui était juste devant lui. Quand maman s'est précipitée pour aider, elle ne lui a pas montré où c'était. Elle l'a versé pour lui et l'a porté dans sa chambre. Je ne pense pas pouvoir supporter des mois de cet environnement.
Le sentiment d'être constamment jugé pour ne pas participer à cette dynamique dysfonctionnelle est accablant. J'essaie de me concentrer sur mes études et de construire les bases financières dont j'ai besoin pour me retirer définitivement de cette situation. Mise à jour 2. Cela fait environ 3 semaines depuis ma dernière mise à jour, et les choses ont atteint un point de rupture. J'ai déménagé de chez mes parents, et je loge maintenant chez la famille de mon petit ami. L'événement qui m'a poussé à bout s'est produit le week-end dernier. J'avais un devoir important à rendre lundi et je travaillais dessus dans ma chambre chez mes parents. Théo a commencé à diffuser « Dîner » via Google Home. Maman était sortie faire des courses et papa était dans le garage à travailler sur sa voiture. Après la 5e annonce de dîner, je suis allé dans la chambre de Théo et j'ai expliqué que maman n'était pas là et j'ai suggéré qu'il se fasse un sandwich puisque nous avions plein de pain, de fromage et de charcuterie dans le frigo. Théo m'a regardé comme si j'avais suggéré qu'il construise une fusée. Il m'a dit que c'était mon travail de faire son dîner puisque maman n'était pas là. Je suis resté calme et j'ai proposé de lui montrer comment faire un sandwich. Il a refusé et a appelé papa, qui est arrivé du garage. Au lieu de soutenir ma tentative d'apprendre à Théo une compétence de vie basique, papa m'a dit de juste faire le sandwich. Quand j'ai expliqué que j'étais au milieu d'un devoir important, papa a dit que les besoins de mon frère devaient passer en premier. J'ai décidé que c'était le moment de prendre position. Je leur ai dit à tous les deux que Théo était parfaitement capable de faire son propre sandwich et que je devais finir mon travail. Le visage de papa est devenu rouge et il m'a dit que je faisais exprès d'être difficile. Il a dit que si je ne pouvais pas être utile, je devrais trouver un autre endroit où rester. Ce soir-là, j'ai emballé mes affaires essentielles et j'ai appelé mon petit ami. Ses parents m'ont accueilli sans hésitation. Le lendemain, je suis revenu avec mon petit ami pour récupérer plus d'affaires. Maman était à la maison cette fois et a essayé de m'empêcher de prendre mes affaires. Elle a dit que je réagissais de manière excessive et que les familles s'entraident. Quand j'ai souligné que l'aide dans notre famille semblait ne circuler que dans un sens vers Théo, elle m'a accusé d'être jalouse de mon frère. Le moment le plus révélateur est venu quand Théo est entré dans ma chambre pendant cette confrontation. Maman a immédiatement déplacé son attention vers lui, demandant s'il voulait un goûter, interrompant complètement notre conversation sérieuse. Quand Théo est parti, je lui ai demandé directement pourquoi elle pensait qu'un garçon de 15 ans ne pouvait pas faire sa propre nourriture ou se réveiller pour l'école. Sa réponse m'a stupéfaite. Parce qu'il a besoin de moi, et toi non plus. Cette seule phrase a tout clarifié. Ce n'était pas une question de capacité de Théo ou de mes obligations envers la famille. C'était une question du besoin de maman d'être nécessaire et de la volonté de papa de sacrifier le bien-être de tout le monde pour maintenir cette dynamique. Avant de partir, j'ai essayé une fois de plus d'avoir une conversation raisonnable avec les deux parents. J'ai expliqué que je les aime, ainsi que Théo, mais que je ne pouvais pas continuer à permettre une situation qui était nuisible pour tout le monde, surtout Théo. Papa a rejeté mes inquiétudes, disant que j'étais trop jeune pour comprendre l'éducation des enfants. Maman a dit que si je les aimais vraiment, j'accepterais notre famille telle qu'elle était. Je suis chez mon petit ami depuis presque 2 semaines maintenant. Ses parents ont été incroyablement solidaires, refusant mes offres de payer un loyer, mais acceptant ma contribution aux courses et aux tâches ménagères. La mère de mon petit ami, qui travaille comme secrétaire dans un établissement scolaire, m'a aidé à organiser une réunion d'urgence avec mon conseiller universitaire concernant ma situation de logement et financière. L'université a été étonnamment utile. Ils m'ont mis en relation avec un fonds d'aide d'urgence qui peut fournir une aide temporaire pendant que je cherche un travail à temps partiel. Ils m'ont aussi offert la priorité pour un logement CROSS le trimestre prochain. Mon conseiller m'a aidé à établir un budget qui devrait me permettre de tenir jusqu'à ce que je puisse recommencer à travailler. Théo m'a envoyé quelques textos, surtout pour demander quand je reviens pour l'aider avec ses devoirs ou réparer son ordinateur. Chaque message renforce ma décision de partir. J'ai répondu en proposant un chat vidéo pour le guider à résoudre ses propres problèmes, mais il refuse toujours et dit qu'il attendra juste que maman le fasse. Papa a appelé une fois pour dire qu'ils sont prêts à me pardonner si je m'excuse et que je rentre. Quand j'ai demandé pourquoi exactement je devais m'excuser, il n'a pas pu donner de réponse claire au-delà de « manquer de respect aux souhaits de ta mère ». Je lui ai dit que je serais heureuse de venir en visite une fois qu'il reconnaîtrait que Théo a besoin de développer son indépendance, mais que je ne reviendrai pas vivre là-bas dans les circonstances actuelles. Maman ne m'a pas contacté directement, mais elle raconte aux membres de la famille que je les ai abandonnés dans un moment de besoin. Ma tante a appelé pour prendre de mes nouvelles et a suggéré que j'étais ingrate pour tout ce que mes parents avaient fait pour moi.
Quand j'ai expliqué la situation en détail, y compris l'incident du sandwich, elle est devenue silencieuse. Elle a ensuite partagé que maman avait peint un tableau complètement différent, prétendant que j'étais parti parce qu'il ne pouvait plus me soutenir financièrement à l'université. Je me concentre maintenant sur l'établissement de mon indépendance. J'ai postulé pour plusieurs emplois à temps partiel, et je regarde les options de logement étudiant pour le long terme. Mes cours offrent une distraction bienvenue et mes professeurs ont été compréhensifs concernant la perturbation de ma situation de vie. Mise à jour 3. Cela fait environ 6 mois depuis que j'ai déménagé de chez mes parents et je voulais partager où en sont les choses maintenant. Beaucoup de choses ont changé, surtout pour le mieux. Je vis maintenant dans un logement universitaire avec 2 colocataires. Après être resté chez la famille de mon petit ami pendant environ 1 mois, j'ai trouvé un emploi à temps partiel à la bibliothèque de l'université et j'ai été éligible pour un logement étudiant subventionné. La chambre est petite et je partage une cuisine et une salle de bain, mais c'est chez moi et l'indépendance vaut tous les compromis. Ma relation avec mes parents reste tendue, mais évolue lentement. Après environ 2 mois de contact minimal, maman m'a contacté quand elle a trouvé certains de mes vieux diplômes scolaires en faisant le ménage. La conversation était gênante mais civile. Nous sommes passés à des textos occasionnels et des appels téléphoniques mensuels qui évitent soigneusement toute mention du conflit passé. Papa me contacte plus régulièrement, généralement avec des questions pratiques sur mes études ou pour partager des nouvelles de la famille éloignée. Il semble avoir accepté ma décision de vivre de manière indépendante, bien qu'il n'ait jamais reconnu les problèmes sous-jacents qui ont conduit à notre brouille. Le développement le plus surprenant a été avec Théo. Environ 3 mois après mon départ, il m'a appelé tard une nuit. Il était seul à la maison pour la toute première fois. Maman et papa étaient allés à un rendez-vous dentaire d'urgence après que papa s'est cassé une dent au dîner. Théo paniquait parce qu'il ne savait pas comment réchauffer de la nourriture pour lui-même. Je l'ai guidé pour utiliser le micro-ondes pour réchauffer des restes, en restant au téléphone tout le temps. Quand il a réussi, il y a eu un moment de fierté authentique dans sa voix. Depuis lors, il m'appelle pour de l'aide sur diverses tâches basiques, faire la lessive, faire du thé, même mettre en place des paiements automatiques pour ses abonnements de jeux. Ces appels sont doux amers. D'un côté, je suis contente qu'il tende la main et apprenne. De l'autre, cela souligne à quel point son développement a été retardé par la complaisance de nos parents. Il a récemment mentionné que maman était contrariée quand elle a découvert qu'il avait fait sa propre lessive. Elle lui a apparemment dit qu'il ne l'avait pas fait correctement et qu'il devrait la laisser gérer ça à l'avenir. Le mois dernier, j'ai visité la maison familiale pour la première fois depuis mon déménagement. La visite était prévue pour le déjeuner un samedi avec des limites claires sur sa durée. Entrer dans cette maison était surréaliste. Tout semblait pareil, mais ma perspective avait complètement changé. Maman avait préparé un repas élaboré, essayant clairement de démontrer ses capacités de prise en charge. Quand Théo m'a demandé de passer le sel au lieu de demander à maman de se lever et de le lui apporter, l'expression de maman a vacillé entre la surprise et le ressentiment. Après le déjeuner, Théo m'a demandé de l'aider à installer un logiciel sur son ordinateur, chose qu'il aurait auparavant attendu que maman gère. Nous avons passé 1 heure à travailler dessus ensemble, moi le guidant mais ne le faisant pas pour lui. Maman venait nous voir régulièrement, offrant des collations et demandant si je dérangeais Théo. À chaque fois, Théo lui disait que nous allions bien, montrant de petits mais significatifs signes d'indépendance croissante. Papa m'a prise à part avant que je partais a admis que les choses étaient différentes depuis que j'avais déménagé. Il n'a pas élaboré, mais il y avait un soupçon de reconnaissance dans son ton que la dynamique familiale n'était pas entièrement saine. Ce n'était pas des excuses ou une validation, mais c'était quelque chose. Financièrement, je suis stable maintenant. Le travail à la bibliothèque couvre mes dépenses de base, et j'ai reçu une bourse pour réussite académique qui aide pour les livres et les fournitures. Je regarde les opportunités de stage pour l'été prochain qui fourniraient une expérience précieuse et un revenu. Mon petit ami a été d'un soutien inébranlable tout au long de ce voyage. Sa famille m'invite toujours pour les dîners du dimanche, et sa mère prend régulièrement des nouvelles pour s'assurer que je mange correctement et que je prends soin de moi. J'ai encore des moments de doute et de culpabilité. Des années de conditionnement ne disparaissent pas du jour au lendemain, mais ces moments deviennent moins fréquents. Quand ils surviennent, je me rappelle la croissance que j'ai vécue depuis l'établissement de limites et la création de distance avec les schémas dysfonctionnels à la maison. Quant à Théo, je m'inquiète pour son avenir, mais je reconnais que je ne peux pas être responsable de son développement. Je peux offrir des conseils quand il tend la main, mais la responsabilité principale incombe à nos parents et de plus en plus à Théo lui-même à mesure qu'il approche de l'âge adulte.
Je ne sais pas à quoi ressemblera la relation à long terme avec ma famille. Pour l'instant, je me concentre sur la construction de ma propre vie tout en maintenant un contact mesuré. La distance a été nécessaire pour mon bien-être, et je ne regrette pas la décision de partir malgré les défis que cela a présentés. La leçon la plus importante que j'ai apprise est qu'établir des limites n'est pas égoïste. C'est essentiel. S'éloigner d'une situation qui exigeait que je sacrifie ma croissance pour permettre la dépendance de quelqu'un d'autre n'était pas abandonner ma famille. C'était refuser de participer à une dynamique qui était nuisible pour toutes les personnes impliquées, y compris moi-même.